l'histoire de la Savoie, on a essayé de voir comment, parce qu'il ne faut pas avoir l'idée que la Savoie, ça existe dès le départ. La Savoie, c'est une construction. On peut d'ailleurs dire que pour que ce soit à peu près construit, il a fallu 4 siècles. 4 siècles, puisque au départ, il n'y a même pas un territoire qui s'appelle Savoie. C'est vraiment au fil du temps. Alors, ce qu'on avait vu, c'est que dès le départ, ceux qu'on va appeler la maison de Savoie, ce n'est pas des Savoyards au sens actuel. Ce n'est pas des Savoyards au sens actuel, mais c'est une famille qui a des racines dans le viennois, sens large. On dirait le département de l'Isère aujourd'hui. Du côté de la côte Saint-André, il y a un château, on les voit assez souvent. Et puis, ils ont mis un pied, ça fait partie des stratégies de ces grandes familles, ils ont mis un pied dans l'évêché de Belay. C'est-à-dire qu'il y a une tradition un petit peu d'oncle à neveu qui fait qu'on les trouve évêques de Belay. Et une famille qui s'installe dans un évêché à cette époque, c'était presque synonyme d'une famille qui conquiert un territoire. Bon, après, on a vu que ça va très vite. Hein. Là, je parle des 2 premières générations. Alors, rapidement, je ne vais pas tout vous refaire le film. Sur ces 2 premières générations, il y a l'héritage d'Ermengarde, probablement la sœur d'Humbert, qui est l'épouse du dernier roi de Bourgogne, Rodolphe III. Et Rodolphe avait donné à son épouse un douaire, c'est-à-dire un territoire, avec ceux qui sont sur le territoire d'ailleurs, libre à elle d'en faire ce qu'elle veut. Et on suppose que, comme dans ce territoire, il y a ce qu'on appelle le château d'Aix, au sens d'Aix-les-Bains, il ne faut pas imaginer que c'est un château dans Aix-les-Bains, mais que c'est un territoire très vaste et qui pouvait sans doute partir du lac du Bourget et aller jusqu'à l'Arly. C'est-à-dire comprenant à la fois, géographiquement la cluse de Chambéry, on va en direction de Montmélian, et puis la Combe de Savoie, ce qu'on appellera la Savoie propre. Par son épouse, Ancilie d'Ost, ils vont mettre la main, comme il l'avait fait sur l'évêché de Belay, ils vont mettre la main sur l'évêché d'Ost, et comme le titre d'évêque d'Ost, il est lié à un titre de comte. Donc, il va y avoir une sorte de bonneteau qui va se faire assez rapidement. Le fils d'Humbert va remettre à son père le titre de comte. Donc, ce qui fait que le titre de comte devient un titre familial qui va être transmis. Après, peu importe qu'il est évêque d'Ost, mais ça veut dire que, ça je vous l'avais dit, Ost, c'est le territoire qui va être le plus longtemps sous la coupe de la maison de Savoie. Puisque dès les années 1040, ils ont mis la main, et les gens d'Ost, ils resteront sous cette coupe jusqu'en 1946, c'est-à-dire jusqu'à la République, et au moment où la maison de Savoie sera obligée de laisser le pouvoir. Donc ça fait, vous voyez, 900 ans. Donc quelque part, paradoxal de dire que ça, mais les Valvetins sont beaucoup plus savoyards que nous, surtout les Tarins. Donc ça c'est une deuxième chose. Après, toujours par Ancilie, et par le rôle qui était joué par le père d'Ancilie, qui est un Anselme, de sa famille, qui est recteur laïque de l'abbaye d'Agaune. Et quand on dit abbaye d'Agaune, l'abbaye possédait tous les alpages du Chablais. Donc ça veut dire que mettre la main sur cette abbaye, c'est mettre la main sur le Chablais. Et quand je dis Chablais, je ne rentre pas dans les distinguos d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est aussi bien le Chablais français, la rive sud du Léman, que ce qu'on appelle le Chablais suisse, c'est-à-dire le Bas-Valais. Donc voilà, ça c'est 2 opérations importantes. Et puis, comme notre Amédée, notre Humbert, avait pris
ses descendants ont obtenu la même chose. C'est ça le système féodal, et on sortira de la féodalité, entre autres, quand il n'y aura plus cette transmission héréditaire. Il y a d'autres éléments, mais il y a cet élément-là qui est important. Et puis, qu'est-ce qui manque encore? Dernière chose, me semble, on en a parlé la fois dernière, le mariage de Odon. Odon, c'est le deuxième fils d'Humbert, avec Adélaïde de Suse, fait que la maison de Savoie met plus qu'un pied en Piémont. Val de Suse est quasiment jusqu'à Turin. Mais, voilà, la dernière fois, on a expliqué que le Piémont, donc vous voyez, toute cette partie-là, à un moment donné, elle est mise en apanage. Ça veut dire qu'on la donne, entre guillemets, à une branche qui n'est pas la branche régnante, jusqu'à l'extinction de cette branche. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au XIVe siècle, le Piémont rentre dans la famille régnante. Il n'y a pas le Faucigny, en rappelant que le Faucigny, ça fonctionne avec le Beaufortin. Il n'y a pas la Tarentaise et il n'y a pas le Genevois. Donc, ça, on a vu comment ça se fait. Le Faucigny, guerre contre le Dauphiné, puis guerre contre la France. La Tarentaise, un peu en toute force avec le siège de Moutier en 1335. Et le Genevois, simplement par achat, quand il n'y a plus de descendance directe parmi les comtes de Genevois, Amédée VIII achète le Genevois. Donc ça veut dire que quand on arrive à Amédée VIII, voilà à quoi ressemblent les états de la maison de Savoie. Bon, là c'est en 1430, mais voilà. Alors vous voyez que là, il y a encore des parties, ici ils ont Ossola, mais c'est isolé, c'est une sorte de ville, alors que là on est dans le duché de Milan. Bon, ça, il va falloir du temps. Quand les fameux sculpteurs des églises baroques viennent, ils déclinent leur identité en disant qu'ils viennent du Milanais. Et des fois, on se dit, mais ils ne connaissaient pas leur géographie, parce que si vous regardez sur une carte, comme ils viennent de la Valsaise, il y a Saint-Piémont. Mais Saint-Piémont aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant très longtemps, ça ne faisait pas partie du Piémont, donc tout ce qui est là, il y avait une enclave qui était milanaise. Et ça, ce sera au XVIIe siècle. Bon, donc voilà comment le territoire s'est constitué. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on essaye de voir, c'est comment il a été organisé. Parce qu'il ne suffit pas de gagner du terrain, il faut savoir aussi comment ce terrain, on fait en sorte qu'il ait une identité, une unité. Alors, ce que je voudrais qu'on regarde pour commencer, ce n'est pas forcément le plus important, mais on va commencer par là, c'est la capitale. Vous avez des éléments dans le livret 5, c'est pris au milieu du livret 5. Alors, d'abord, je fais une remarque très générale, ça ne concerne pas que la Savoie. Aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup de mal à concevoir un pays qui n'aurait pas une capitale. D'ailleurs, vous prenez n'importe quel atlas dictionnaire, si vous avez une liste alphabétique des pays, s'il y a 2 colonnes, vous pouvez être sûr que la deuxième colonne, c'est la liste des capitales. Bon. Les capitales, pendant assez longtemps, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu, alors, pour de multiples raisons. Au Moyen-Âge, le pouvoir, c'est essentiellement, on va dire, un individu. Peu importe qu'il soit seigneur, qu'il soit comte, qu'il soit duc, il y a vraiment une concentration du pouvoir. Et ce qui était important, c'était la visibilité. Et la visibilité, alors c'est toujours important, mais aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que si Macron veut parler, il n'y a pas besoin de se déplacer. Et au même moment, on va le voir, l'entendre à Lille, à Bordeaux, voire à l'étranger. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus le pouvoir qui se déplace, mais c'est les moyens qui font que le pouvoir peut être présent partout. Au Moyen-Âge,
au Moyen-Âge, si on veut que le pouvoir soit identifié, il faut que celui qui a le pouvoir se déplace. Et c'est vrai en Savoie, c'est vrai dans la France de l'époque, c'est vrai partout. Donc on a ce qu'on appelle un pouvoir itinérant. Et ça veut dire que, surtout chez nous, il faut qu'à un moment, le comte soit de ce côté-ci, il faut qu'à un moment il soit en Piémont, il faut qu'à un moment il soit dans le pays de Vaud. Et quand il arrive quelque part, qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord recevoir les châtelains. C'est-à-dire qu'il va pouvoir discuter avec ceux qui gèrent en son nom. Il va éventuellement rendre la justice. Il va aussi s'occuper de savoir si les impôts, les taxes, ça rend pas, etc. Donc voilà, il exerce toutes les fonctions et il exerce ça par petits morceaux. Et en plus, c'est un gros avantage. C'est que chez nous, c'est peut-être plus homogène, mais quand même, je veux dire, si à certains moments de l'année, vous allez dans le sud du Piémont, où, n'oublions pas qu'ici on a le comté de Nice, maintenant, j'ai oublié de parler tout à l'heure, c'est quand même plus agréable d'être là en hiver que d'être par là autour du Mont Blanc. Bon, par contre, l'été peut être plus agréable d'aller ailleurs. Il ne faut pas oublier que ces gens-là, c'est des chasseurs, c'est des pêcheurs, c'est des gens qui aiment bien manger. Donc les bons produits, il y en a un peu partout, mais ils ne sont pas tous au même moment. Donc c'est à la fois, je dirais, la stratégie politique, en même temps, c'est de l'art de vivre. Donc ce qui veut dire que, ça vous le savez, la plupart des châteaux étaient meublés d'une manière très sommaire, parce que c'était une sorte de grande entreprise de déménagement quasi permanent. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'armoire, mais il y avait des coffres à linge, parce que c'est plus facile à porter. Il y avait déjà, Ikea n'existait pas, mais il y avait déjà des meubles clients. Donc, ils avaient cette habitude. Donc, l'idée de la capitale, ça ne veut pas dire grand-chose dans ce cas-là. La capitale, en gros, c'est là où est celui qui a le pouvoir. Donc, la capitale, elle est itinérante. Alors, après, je dirais, qu'est-ce qui a fait que l'idée de capitale est née? C'est le fait que l'administration a pris de plus en plus de place. Quand je dis l'administration, c'est dans le sens très large. En gros, c'est les trois fonctions régaliennes, ce qu'on appelait au Moyen-Âge la chancellerie. La chancellerie, c'est ceux qui rédigent les actes, qui s'occupent des courriers qui sont envoyés. C'est ceux qui ont aussi la charge des archives, c'est important, parce que les actes, il faut les conserver, c'est ce qui prouve quand même qu'on a des droits. Il y a la fonction judiciaire. C'est important qu'il y ait à un endroit bien précis un tribunal qui arrive à trancher ce que les autres n'ont pas tranché. Donc, vous voyez un petit peu notre système avec un tribunal où on peut faire appel en dernière instance. Et puis, il y a généralement, on va voir apparaître ce qu'on appelle une cour des comptes. Cour des comptes, c'est là où sont centralisés tous les impôts, les taxes, etc. Donc, c'est plus des raisons administratives que des raisons vraiment par rapport au pouvoir lui-même. D'ailleurs, quelqu'un comme Amédée VIII, on verra qu'à l'époque d'Amédée VIII, la capitale elle est fixée, mais Amédée VIII, lui, là où il aime résider, c'est Thonon. Il a tellement pris l'habitude de Thonon que quand il prendra sa retraite, ce sera Ripaille. Donc, vous voyez, il y a un pouvoir qui est plutôt, le pouvoir au niveau de la tête, qui est bien du côté du Léman, même si on va faire un autre. Alors, pourquoi, d'abord, comment on fait pour choisir Chambéry? Je vous ai mis deux dates. C'est les deux dates que vous avez. La deuxième, si 1232, Thomas Ier. Donc Thomas Ier, vous savez, c'est celui qui a eu tous les enfants, mais qui a eu du mal à assurer la succession. En 1232, il a
c'est exactement comme en Tarentaise le vicomte de Briançon. C'est comme le vicomte de la Chambre en Maurienne, c'est comme le vicomte de Meulan en comte de Savoie, c'est comme le vicomte de Chaland en Val d'Ost. C'est-à-dire que dans chaque vallée, il y a un vicomte. Alors, c'est là où vous vous rendez compte, c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'en 1232, ça fait pile 2 siècles qu'ils ont la main sur cette région, mais il n'empêche que Chambéry, ça appartient pas à la maison de Savoie, mais ça appartient à Berlin. Aujourd'hui, on a quand même simplifié les choses, c'est-à-dire qu'en gros, on dit à la base il y a des communes, au-dessus il y a les cantons, au-dessus les arrondissements, les départements, etc. Le Moyen-Âge, c'est une millefeuille complète. Vous pouvez très bien dire le territoire appartient à quelqu'un, mais sur ce territoire, il y a un bourg qui appartient à quelqu'un d'autre. Et puis, dans ce bourg, il peut y avoir un château qui appartient à quelqu'un d'autre. 1232, donc c'est ce premier texte qui vraiment nous parle de Chambéry. Bon, jusque-là, on nous dit Chambéry, c'est un bourg. Faut bien mettre les choses par rapport au vocabulaire. Un bourg, c'est plus petit qu'une cité. Mais par exemple, quand on parle de Moutier, de Saint-Jean-de-Maurienne, on dit que ce sont des cités, ne serait-ce que parce qu'il y a un évêque. Alors que Chambéry, c'est un bourg. Donc un bourg, je ne sais pas si on a mal me faire voir, Aigueblanche est un bourg. Voilà. Simplement parce que dans les catégories du Moyen-Âge, je n'ai jamais vu d'évêque à Aigueblanche. C'est ça qui fait le distinguo. Et donc, on aura un acte final, quelque part, qui va consacrer Chambéry, 1295, quand Amédée V, donc Amédée V, c'est le petit-fils de Thomas Ier, enfin l'un des petits-fils, va acheter le château et va y installer les différentes administrations. Donc, ça veut dire que, vous voyez, pendant 60 ans, ils ont possédé le château, mais ils ont possédé le bourg, mais pas le château. C'est les Berlioz qui gardaient le château. Donc voilà, il faut bien se dire, Chambéry, c'est pas écrit d'avance que ça va devenir la capitale de la Savoie. C'est tout petit, c'est mal placé. C'est mal placé parce que ça, c'est un raisonnement qui se fera encore plus tard, c'est que Chambéry, c'est beaucoup trop près d'une frontière. En moins d'une journée, une troupe importante qui marche sur Chambéry prend Chambéry. Et si vous prenez la capitale, ça veut dire que vous paralysez beaucoup de choses. Donc, ce n'était pas écrit d'avance. Et je pense que ce qui a fait que Chambéry est devenue ce qu'elle est devenue, c'est un événement fortuit. L'année, il n'y a rien de plus facile à retenir, 1248. 1, 2, 4, 8. Donc en 1248, il s'est produit un événement qu'on a heureusement peu dans l'histoire, on est presque l'anniversaire, c'était la nuit du 24-25 novembre. C'est la nuit où le granier s'est effondré. Alors, c'est pas une nuit où il y a eu une chute de pierre. Des nuits avec des chutes de pierre dans le granier, c'est quand même souvent, ça continue encore. Mais c'est une falaise qui fait 7 à 800 mètres de large et qui s'est effondrée sur une hauteur d'environ 900 mètres. Alors, même si, c'est peu probable, même s'il y avait eu une profondeur de 1 mètre, et pour calculer le nombre de mètres cubes, vous faites 800 que multiplie 900. Donc voilà, ça veut dire que l'effondrement du granier, c'est une région qui s'est retrouvée en quelques secondes sous un amoncellement de pierres assez extraordinaire. Donc, par rapport à ce qu'on sait de l'époque, Cognien, et pas le Cognien qu'on connaît aujourd'hui, le Cognien d'avant, Vourey, Saint-André, Granier, Saint-Pérange, on appelle aussi Saint-Pérange, ces 5 villages qui ont été entièrement recouverts par les rochers.
Alors, ce qui est important, c'est Saint-André. Saint-André. Alors, aujourd'hui, il reste une chose, peut-être que vous connaissez, il y a un lac de Saint-André. Ah, donc, le lac de Saint-André, c'est parce qu'en gros, le village se trouvait par là. Saint-André, c'était plus qu'un village. Saint-André, c'était plus gros que Chambéry à l'époque. Et Saint-André, c'est là où résidait le représentant de l'évêque de Grenoble. Parce que ça, c'est compliqué, mais à Chambéry, il y aura un évêque qu'en 1779. 1779. Donc ça veut dire que qui était l'évêque de tout ce secteur? C'était l'évêque de Grenoble. C'est bizarre, hein, ça, je le concède. Ça veut dire qu'on est en Savoie et l'évêque, il était en France. Enfin, on dauphinait au départ, en France après. Et donc, cet évêque, il fallait qu'il ait un représentant. Et le représentant, qu'on appelait le doyen, il résidait à Saint-André. Donc Saint-André, c'était presque une cité épiscopale, presque. Donc ça veut dire que Saint-André était bien mieux placé que Chambéry. Parce qu'en plus, Saint-André, on est quasiment à une patte bois. On n'est pas très loin de Montmélian, donc ça veut dire qu'on peut aller en direction de l'Isère, on peut aller, après, en direction de la Haute-Savoie, et puis on peut remonter la Combe de Savoie et aller aussi en parenthèse en Maurienne. Donc Saint-André, c'était plus stratégique, il y avait plus d'habitants à Saint-André, et il y avait un personnage important qui, par rapport à la Combe de Savoie, représentait le pouvoir religieux. Bon, Saint-André, comme le reste, ça a disparu en quelques secondes. Alors, il y a des fourchettes, pour la bonne raison qu'on n'a pas de recensement à cette époque. La fourchette, selon les historiens, on dit qu'il y a eu entre 2000 et 5000 morts. Autant dire que la fourchette, ça consiste à savoir combien, en gros, il pouvait y avoir personnes, ils sont tous morts. Ne cherchez pas les survivants. Donc, s'il y a eu entre 2000 et 5000 morts, pour vous faire une idée, l'Europe d'aujourd'hui, elle est un peu plus de 7 fois plus peuplée que l'Europe du Moyen-Âge. Donc, c'est comme si aujourd'hui, en une nuit, il y avait entre 14 000 et 35 000 morts sur le même territoire d'un coup. Donc, c'est ça la catastrophe du Granier. Donc c'est vrai qu'une catastrophe comme celle-là, ça peut changer un peu le cours de l'histoire. Chambéry, c'est pas de leur faute, je ne pense pas que ce soit eux qui aient miné le Granier, mais ça les a bien servis. Ça les a bien servis, sinon je pense que la logique aurait voulu que la capitale de la Savoie soit plutôt Saint-André. Alors, comment les choses vont se faire? Année des 5, une fois qu'il a le château, il y installe les 3 pouvoirs régaliens. C'est comme si aujourd'hui on disait, on met dans le même bâtiment le garde des Sceaux, le ministre des Finances et le ministre de l'Intérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y installe la chancellerie. Donc ça veut dire qu'il va falloir trouver ce qu'on appelle une tour des archives, un endroit qui soit très sécurisé, qu'on puisse garder toutes les choses importantes. Il va y installer ce qu'on appelle la cour d'appel générale, donc un tribunal qui chapeaute tous les tribunaux existants sur le territoire, et puis il y installe la trésorerie et la cour des comptes. Donc on a le fiscal, le judiciaire et l'exécutif. Donc ça, c'est un premier temps. Ça veut dire que, alors c'est à la fois, ça va dans le sens des États. Les États se sont de plus en plus organisés par concentration des pouvoirs. Après, ça, c'est un gros désavantage, c'est que le jour où le château de Chambéry est pris, vous avez à la fois le
garde des Sceaux, le ministre des Finances et les ministres de l'Intérieur qui sont pris. Et le risque. Voilà, donc il fait une sorte de, comment on peut dire, une super Bercy chambérien. Après, ben, il faut quand même aussi voir ce qui est autour du château. Parce qu'il faut que Chambéry, le bourg, devienne une vraie cité. Donc, il n'y a pas 36 000 ressorts. Le ressort principal, c'est toujours l'économique. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour que, économiquement, Chambéry devienne important? Au Moyen-Âge, il y a un outil assez classique, c'est ce qu'on appelle les franchises. Donc, ça veut dire que les Chambériens étaient soumis aux mêmes impôts, aux mêmes taxes que les Moutirains, enfin pas les Moutirains à cette époque, mais ils le sont après, mais que tous ceux qui étaient sous la coupe de la Maison de Savoie. Et les franchises, c'est quoi? Ben, on dit aux gens, à partir du moment où vous prenez la ferme résolution d'habiter quelque part, bon, Moutier, la règle, parce que Moutier aussi a eu des franchises, la règle à Moutier, il fallait être propriétaire depuis 1 an et 1 jour. Et sous-entendu, pas seulement propriétaire et résident. Et donc si on est dans ce cas de figure, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de taxes dont on est exempté. Les franchises sont des exemptions. Donc, quel est l'avantage? Ça veut dire que si vous faites du commerce, si vous achetez, si vous vendez, vous n'allez pas avoir les taxes habituelles. Donc, c'est ce qui va dynamiser le commerce. C'est bien que si vous voulez plomber le commerce, vous augmentez les impôts de manière conséquente. Là, on fait l'inverse. Donc ça, c'est une première chose qui est importante, c'est le fait de dire qu'il y a des libertés commerciales à Chambéry, et le but, c'est que grâce à ces libertés commerciales, il puisse y avoir quelque chose de beaucoup plus florissant. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a un deuxième point, alors c'est le fait qu'à Chambéry, on installe un atelier monétaire. Donc, atelier monétaire, c'est aussi une manière, comment dire, de bien situer la place de l'atelier monétaire. C'est là où la monnaie devient importante, parce que c'est ce qui permet là aussi les échanges. Et donc ça aussi, en règle générale, c'est un signe de dynamisme. L'endroit où on bat la monnaie, c'est vraiment l'endroit du pouvoir. Et puis, il y a une troisième chose. Pour nous, ça peut paraître complètement en dehors de la question, mais à l'époque, c'est important. On va installer à Chambéry un couvent de franciscains. Donc, couvent de franciscains, c'est un peu comme les cordonniers à Moutier, c'est un peu comme les capucins qu'il y aura à Moutier après. Tout ça, c'est les franciscains. Les siècles précédents, on avait plutôt construit des abbayes. Les abbayes, les cisterciens, les bénédictins, c'est des gens qui étaient plutôt en dehors des villes, qui vivaient prenez l'exemple de Tamier, proximité d'un col, c'est-à-dire qu'il y avait un rôle par rapport à des voies de circulation. Les couvents dominicains, franciscains, plus tard les jésuites, eux, on va les installer intramuros. Et donc ça veut dire que quand il y a une communauté religieuse comme celle-ci, ces religieux sont des prédicateurs. Donc ça attire du monde, puis en même temps ils vont prêcher dans les paroisses, donc ça fait une sorte de lien entre la capitale et l'extérieur. C'est aussi généralement, les franciscains, on a souvent l'image du vieux capucin, barbu, crado, etc. Mais au Moyen-Âge, c'est quand même des intellectuels de haut vol. Et en règle générale, dans les couvents franciscains, il y a des bibliothèques remarquables pour l'époque. Et ça contribue encore un petit peu à tout ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vieux château de Vermillon, il va falloir en faire un château qui soit aux dimensions de ce qu'on veut réaliser maintenant.
Alors, bon, je vous ai mis quelques repères. Je pense qu'il faut, si vous ne l'avez jamais fait, faites-le, parce que vraiment visiter le château de Chambéry, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, quand je dis visiter, c'est pas traverser la cour du château, hein, mais c'est de le faire avec un guide. Parce que le château de Chambéry, il illustre vraiment plusieurs époques. Et à travers ces époques, on voit comment le pouvoir, petit à petit, s'est consolidé, comment il s'est ramifié. Donc voilà, je vous ai mis quelques... Alors, on reconnaît bien certaines choses, hein. La porterie, qui est quand même remarquable, hein. Ce qu'on appelle la porterie, c'est vraiment plus qu'une porte. Hein. On a la tour de la trésorerie. Autrefois, c'est là où il y avait les étasses. Hein. La tour de Miron, qui est devenue aujourd'hui la tour du conseil départemental, la tour des archives. Il y a une petite particularité. Hein. Au sommet de la tour des archives, il y a le drapeau français. Au sommet de la tour de Miron, il y a le drapeau savoyard. Parce que c'est peut-être pas le cas partout. C'est un château aujourd'hui, toujours un peu un centre du pouvoir, mais où il y a à la fois le pouvoir de l'État, il y a le préfet, et il y a le pouvoir départemental avec le conseil départemental. Et puis ce qui est remarquable aussi, parce que c'est vraiment un très bel exemple de gothique flamboyant, on est au début 15e, c'est la Sainte-Chapelle, qui est vraiment très belle, qui avait été construite comme un écrin pour y recevoir le Saint-Suaire. Vous savez que la maison de Savoie avait acheté ce drap qu'on appelle le Saint-Suaire. Alors, vous n'y croyez pas, c'est pas le problème, mais voilà, on dit que c'est une relique et que ce serait le drap dans lequel, le suaire, on a enterré le Christ. Il y a eu 36 000 opérations économiques, scientifiques, qui ont été menées pour essayer de le dater, pour voir, on a tout essayé. On arrive toujours à des choses un peu contradictoires. Bon, peu importe. Aujourd'hui, il n'y est plus. Pourquoi il n'y est plus? Parce que Saint Charles Borromée, qui était grand évêque au moment du Concile de Trente, voulait faire un pèlerinage au Saint-Suaire. Et comme il était vieux, comme il était malade, les gens se sont dit jamais il va arriver à Chambéry. Donc ce qu'on a fait, on a pris le Saint-Suaire pour lui amener. Sauf que Turin ne l'a jamais rendu. Donc aujourd'hui c'est un écrin qui est vide, si ce n'est le plus beau carillon de Savoie, et puis des œuvres qui sont intéressantes. Voilà, il y a un petit dessin qui essaye d'expliquer un petit peu à quoi ça pouvait ressembler au Moyen-Âge, et puis vous avez une photo aérienne qui vous montre les bâtiments d'aujourd'hui.